Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui parce que hier soir a eu lieu le Lorecast, l'émission qui en dévoile un peu plus sur l'avenir proche de Lorcana. On a eu évidemment énormément de reveals sur le 7.6 qui arrive le 15 novembre et le 25 novembre en grande surface. Avant de passer à toutes ces informations, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, merci à tous ceux qui le font, ça me soutient, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Cette fois-ci, pas de decklist en description évidemment, mais juste mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre dessus, ça fait plaisir. Et on va commencer tout de suite avec le trailer de l'extension. Le thème pirate, comme on avait pu le voir à la D23. Oh, Baymax qui fait son entrée en scène dans la licence Lorcana. Et le nom de la nouvelle extension, Azurite Sea en anglais, Mer Azurite en français. Ensuite, on a eu le droit, donc moi le trailer je trouve génial, hein, le petit labyrinthe de vagues à la fin, ça donne vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Ensuite, on a eu évidemment tous les accessoires qui vont accompagner le 7.5 avec, pour commencer, le coffret collector qui tournera autour du personnage Stitch. Et pour la première fois dans le coffret collector, on va avoir un classeur pour ranger ses cartes, classeur magnifique avec toutes les illustrations de Stitch jusqu'à présent, 4 boosters évidemment dont on voit le visuel ici, et une carte promo, pas juste une carte foil, une carte promo Stitch avec un effet foil a priori qui rappellerait un petit peu l'eau. Alors ça expliquerait pourquoi les coffrets collectors sont si gros depuis le début pour contenir si peu de choses. Et bien en fait c'est parce qu'ils avaient peut-être déjà prévu de mettre des classeurs collector dedans. Et ben c'est plutôt réussi pour le premier. Bon, ils prennent pas trop de risques, hein, ils prennent Stitch, un des personnages préférés de Disney, mais voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ensuite on a eu le visuel de la display, je trouve qu'il est plutôt réussi, les couleurs changent, donc on n'est plus dans des couleurs bleues, on est dans des couleurs plutôt bois, qui vont rappeler du coup la coque du navire évidemment. Ensuite on a eu l'Illuminor Trove et les deux decks de démarrage, le jaune rouge plutôt pirate et un bleu vert a priori inventeur objet. Alors inventeur, on en a quelques-unes dans le reveal qui va suivre. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on va voir. Peut-être que on va enfin avoir des decks tribal qui marchent avec ce 7.6, peut-être, on verra. L'Illuminor Trove, bon c'est du classique, hein, il y a les boosters dedans, il y a des nouveaux dés, des séparateurs et un compteur de l'or, rien d'extraordinaire cette fois-ci. Ensuite, ah oui, on a les deck box et les sleeves. Alors moi je les trouve tout simplement magnifiques, ils prennent maintenant des illustrations qui ne sont pas du set en cours, et le Winnie a déjà eu son playmat, mais c'est vrai que l'avoir en deck box ça va être encore plus chouette, c'est une des plus belles illustrations de Lorcana. Le Scar enchanté est lui aussi très très réussi, donc deux très très beaux objets. Les sleeves je suis un peu plus mitigé parce que pour le set 1, j'avais des amis qui les avaient pris et elles résistaient pas très bien au temps. Je veux dire qu'elles s'écornaient, elles se décollaient un petit peu sur les côtés. Donc c'est vrai que j'ai jamais refranchi le pas. Peut-être qu'ils ont amélioré la qualité, je ne sais pas, mais en tout cas. Pour l'instant, j'en ai jamais acheté, même si c'est vrai que je les trouve quand même super chouettes. Ensuite, on a eu les deux playmats qui vont accompagner du coup le 7.6. On a évidemment la Elsa du 7.5 qui est très très jolie et qui était faite globalement pour être sur un playmat, et le Donald Boucanier du 7.4. Lui par contre, moi j'aime beaucoup l'illustration.
Enfin, je les trouve les deux très chouettes. Je sais pas si je vais m'en procurer un. Je commence à en avoir beaucoup des tapis et on joue qu'avec un seul à la fois. Donc peut-être freiner un petit peu l'achat sur les tapis, même si moi j'aime beaucoup le Donald quand même. Je trouve qu'il a de très très belles couleurs. Ensuite, on a eu le droit à une vidéo un petit peu émotion sur l'aventure qu'a été Lorcana depuis la toute première annonce, le tout premier tweet. Et je vais vous laisser en profiter en essayant de parler le moins possible. 30 août 2022. Premier tweet de Lorcana. I'm very excited for this. This is the first ever lore cast, is what they're calling it. Bruno? Bruno? What the heck? Instead of playing against your friends and family, you are now playing with them. It is a cooperative experience where you will team together to defeat the Ursula Glimmer and save Lorcana itself. Dude, these are sick looking. L'annonce des cartes promo de Lorcana Challenge. Les dates de Lorcana Challenge. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi ça me fait quand même quelque chose parce que l'aventure Lorcana, moi je l'ai débuté le 18 août 2023, évidemment la sortie en boutique du jeu, et ça a été tout simplement incroyable depuis. Les Lorcana Challenge, quand je vois les images, ça me donne un petit peu la chair de poule, c'était vraiment des moments géniaux. Ensuite, la suite du Lorcast s'est concentrée sur, donc ils nous ont révélé, je sais pas si ça avait déjà été révélé, mais en tout cas on a les dates du Lorcana Challenge européen à Paris le 6 du 6 au 8 décembre 2024, donc ça va être je pense vraiment cool. Je pense que ce sera ouvert au public, enfin il y aura ça je sais pas trop d'ailleurs comment ça va marcher, si vous pouvez m'éclairer un petit peu. Est-ce que seuls ceux qui ont eu leur qualification vont pouvoir participer? Je crois pas, de ce que j'ai compris. Tout le monde va pouvoir participer J1. La qualification, ça nous assure juste d'être en J2, mais là j'ai l'impression que c'est sur 3 jours, donc à voir comment ça va se passer, mais ça va être un moment génial. Il y a la même chose pour le côté américain qui aura lieu lui du 10 au 12 janvier 2024 en Californie, et évidemment les World Championship en 2025. On n'a pas encore la date, mais n'en point douter, ce sera un événement tout simplement génial. On va maintenant passer au reveal des cartes. Il y en a eu déjà une vingtaine qui ont été révélées. On va essayer de les analyser assez vite pour pas que la vidéo dure non plus des plombes. Le premier, donc, c'est évidemment la nouvelle licence qui rentre dans Lorcana avec Baymax, une légendaire en bleu. Pour 5 ancrables, une 2/6 killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Gagner un éclat de l'or par dommage retiré de cette façon. Ça rappelle un tout petit peu la réponse. Elle coûte un peu plus cher, elle est un peu plus résistante et elle a un peu plus d'attaque. Elle nous fait pas piocher, par contre elle nous fait juste gagner des éclats de l'or. C'est peut-être un petit peu dommage que ce soit jusqu'à 2 dommages, ils auraient peut-être dû pousser comme réponse jusqu'à 3 dommages. Après elle arrive tour 5, donc ça aurait peut-être été un peu trop fort. En tout cas, carte intéressante pour un archétype du coup qui va vouloir essayer de soigner ses personnages. On se rappelle évidemment du grand Pabi qui n'a jamais été joué. Peut-être qu'avec ce genre de personnage on pourrait jouer. Il lord quand même à 2, donc ça reste une bonne carte. Après bon, bien évidemment il se prend Médusa, il se prend Bagarre, il se prend un petit peu tout sur le coin du nez malheureusement, mais bon design pour une légendaire. Ça reprend une mécanique qui a extrêmement bien marché avec Réponse, donc à surveiller de près cette carte là.
Ensuite on a le Stitch qu'on a pu voir, donc la version promo qui sera disponible dans le coffret collector. Pour 4 non ancrables par contre, une 3-4 Killer 2 qui s'altère pour 3, il y a quelques petits Stitch qui peuvent être intéressants à altérer dessus. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité altère, vous pouvez placer une carte action de votre défausse sur votre pioche. Donc ils ont l'air de pousser de plus en plus le jeu avec sa propre défausse. Moi c'est pas pour me déplaire parce que j'adore cette mécanique là dans plein d'autres TCG. Je trouve ça trop cool. Comme d'habitude du coup là c'est si vous altérez ce personnage, donc ça vous oblige, ça rend un petit peu moins fort l'effet parce que c'est juste si vous le jouez ça pourrait être très très fort, donc très intéressant. L'illustration en plus c'est magnifique. Bref, j'ai bien envie de voir ce que peut donner un deck pirate au 7-6, à voir si ça peut être tout simplement viable ou si comme jusqu'à présent ce sera moyennement fort. Ensuite on a Patate chaude en français, pour 3 ancrables, une action qui nous permet de choisir entre deux effets. Donc ça j'aime beaucoup aussi dans les jeux de cartes, ces cartes qui sont un petit peu situationnelles, vous allez pouvoir les jouer globalement dans différentes situations. Donc la première chose que vous pourrez choisir en jouant cette action, c'est de mettre 2 de dégâts à un personnage, du classique en gris. Et la deuxième option ce sera de bannir un objet, carte polyvalente, à voir du coup si elle trouvera sa place. Elle fait moins de dégâts qu'un fracassé mais elle est beaucoup plus polyvalente. Moi je la trouve pas mal honnêtement, je pense que apporter de la versatilité aux cartes dans l'Orcana c'est évidemment très très bien. Ensuite on a le Tigrou qui sera dans le deck préconstruit, rouge-jaune pirate. Pour 3 ancrables, une 0-4 qui a insaisissable et dont le texte dit: chaque fois que vous jouez une carte action, ce personnage gagne +1 d'attaque et +1 de lore. On va peut-être enfin avoir un deck action et non pas juste un deck chanson. Après, il gagne de l'attaque ou du lore, donc ça le rend quand même assez versatile lui aussi, puisque vous allez pouvoir choisir au besoin d'aller défier ou d'aller prendre du lore. Bon, le fait qu'il parte avec 0 d'attaque, évidemment, ça rend le côté aller prendre des trades un peu plus anecdotiques, parce qu'il va falloir jouer quand même pas mal d'actions pour pouvoir rendre ce personnage intéressant pour aller défier les autres personnages. Par contre, le fait de gagner un peu plus de lore, si vous jouez ne serait-ce que 2 actions, vous allez quand même lorer pour 3. Donc attention, ça peut faire des bons bursts de lore. Donc pareil, une carte qui peut être intéressante à voir, toujours pareil, comment la méta évolue. Je pense que tant qu'il n'y aura pas de rotation, on aura forcément les gros decks dominants de maintenant qui vont rester. Il n'y a aucune raison qu'ils s'affaiblissent avec les extensions. Donc à voir s'il pourra trouver sa place au milieu des géants de la méta. Mais en tout cas, pareil, l'illustration est tout simplement superbe. Ensuite on a Wasabi, un inventeur. Alors comme je vous l'avais dit un petit peu plus avant dans la vidéo, il y a ce nouveau mot-clé, enfin je crois pas que c'est la première fois qu'il apparaît, je crois que Maurice était déjà inventeur, mais c'était le seul, donc en gros il n'y avait pas de synergie autour. Là cette fois il semble qu'ils essayent de développer une synergie autour du mot-clé inventeur. C'est une 3-3 pour 4 ancrables Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Son propriétaire gagne un éclat de lore. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. S'il y a un objet en face qui vous embête, vous allez pouvoir le bannir grâce à ce personnage en faisant gagner un éclat de lore. Vous allez aussi pouvoir bannir vos propres objets pour gagner un éclat de lore. À voir, durant votre tour, il gagne insaisissable. Je pense que c'est une carte moyenne. Je pense pas que ce sera une carte incontournable dans un deck, mais peut-être une carte tech si la méta le permet, évidemment. Ensuite on a une carte par contre qui m'intéresse beaucoup, c'est le Mad Hatter's Teapot. Le chapelier fou, le service à thé du chapelier fou pour 2 ancrables, un objet. À chaque fois que vous l'engagez, vous pouvez payer 1. Chaque adversaire met la carte du dessus de son deck dans sa défausse. Le début peut-être d'un style de jeu meule à proprement parler et non pas meulé avec les Sorèves bleues qui au final faisaient discard
vous aussi et votre adversaire aussi. J'aime beaucoup vu qu'il y a il y a de plus en plus en tout cas de cartes qui permettent d'aller chercher une carte précise dans son deck et de la mettre sur le dessus de son deck. Et si cet effet s'avère vraiment trop fort, vous aurez toujours la possibilité en violet de l'empêcher de faire ceci en tout simplement, il met sa carte au-dessus pendant son tour, il la met sur sa pile, et vous allez pouvoir tout simplement lui discarder au tour d'après, enfin lui mettre dans sa défausse, donc ça peut être très intéressant. À voir si on peut trouver une synergie un peu plus forte autour avec de la défausse, du coup réussir à meuler son adversaire, c'est-à-dire à lui faire vider toute sa bibliothèque, puisque je vous rappelle, lorsque vous ne pouvez plus piocher de cartes, vous perdez la partie. Moi j'aime beaucoup cette mécanique, je pense que elle n'a pas encore été jouable, viable dans l'Orcana, mais nul doute que s'il commence à rajouter des items, des objets et tout qui synergisent dans ce sens-là, ça va être très intéressant. L'illustration en plus est très très jolie, je trouve. Ensuite on a une 6 où alors elle est vraiment oubliable, une 3-6 pour 5 ancrables Killer 2 qui a Challenger 2, donc ça devient une 5-6 quand vous voulez défier. Bon, elle n'a pas d'effet spécial, je pense que c'est une carte de classeur. Ensuite, on a les Rangers du Risque, la nouvelle licence aussi qui rejoint l'Orcana évidemment, avec une carte action pour 2 ancrables. Comptez le nombre de personnages que vous avez en jeu, puis choisissez un personnage qui perd autant d'attaques jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, jusqu'au début de votre prochain tour, c'est toujours des effets qu'on aime. Après, une action qui coûte 2, il faut que vous ayez quand même pas mal de personnages en jeu. À voir, ça peut permettre de les bannir avec un sous l'océan dans le vert jaune actuellement, mais globalement il a déjà Kida, donc est-ce qu'il a besoin de jouer des petites actions en plus? Je suis pas certain, je pense que c'est pas une excellente carte, même si l'illustration est quand même sacrément chouette. Ensuite on a Kakamora qu'on a vu évidemment dans le trailer, pour 4 non ancrables, une 5-2 qui a charge. Alors on sait que les personnages avec charge c'est fort, on pense évidemment à Maui. Là le problème c'est qu'il a que 2 de défense, donc en gros pour 4 vous allez prendre un trade favorable évidemment, mais vous allez le perdre. Je pense que ce ne sera pas joué 2 d'attaque, c'est vraiment 2 de volonté, pardon, c'est vraiment trop peu. Je pense que ce n'est pas une bonne carte. L'illustration je la trouve assez pauvre, assez triste, enfin il est vraiment tout seul dans ce ciel là, voilà, je sais pas, bon bref, une carte je pense qu'on ne verra pas dans la méta. Ensuite on a le Jim Hawkins qu'on a vu sur les packaging et dans le trailer également, pour 7 ancrables, une 4-7, c'est lourd 7 ancrables, il n'a pas de shift mais il a le rempart. Lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche, parmi ces cartes vous pouvez révéler et placer dans votre main autant de personnages pirates que vous le souhaitez, placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Healer 2, alors l'effet est plutôt pas mal. Dans un deck évidemment pirate, vous allez pouvoir essayer de piocher beaucoup avec le Jim Hawkins. Maintenant ça arrive quand même tard au tour 7. Globalement au tour 7, est-ce que vous voulez rien faire d'autre que piocher des cartes? Je sais pas, j'ai du mal à voir si cette carte peut être forte. Je pense que, enfin moi, le deck pirate, j'y crois pas spécialement. Du coup, cette carte qui synergise évidemment avec les decks pirates, pour moi, elle est évidemment pas très forte. Après, je me trompe peut-être qu'il va y avoir des cartes incroyables pirates qui vont vraiment donner envie à tout le monde de jouer un deck pirate. Mais là, comme ça, bon, je me dis que c'est pas incroyable. Après, il a rempart, donc ça peut protéger votre board, mais globalement tour 7 je trouve que ça arrive vraiment très tard. Donc voilà pour cette carte. Ensuite on a Honey Lemon, génie de la chimie, une 1-1 pour 2 ancrables, Killer 2, c'est pas trop mal même si elle a des stats très faibles. Par contre lorsque vous jouez ce personnage vous pouvez payer 2 de plus, si vous le faites chaque adversaire défausse une carte de son choix. Donc en gros pour 4 vous posez une 1-1 Killer 2 et qui fait défausser l'adversaire. Les decks défausse, on en sort tout juste, donc je pense que tout le monde a encore le trauma de Bucky qui est bien présent. Donc c'est vrai que voir une carte qui repropose de la défausse, ça peut donner des sueurs froides, même si là, bon, pour 4, vous allez vous défausser, enfin pour 4, vous allez faire défausser l'adversaire et lui proposer une 1-1 qui va l'aurer peut-être 2 au tour d'après. Ça peut être, moi je trouve qu'elle est bien équilibrée cette carte pour un plan de jeu défausse. Après, est-ce que
le plan de jeu des fosses sera toujours jouable, je suis pas sûr. En tout cas, cette mécanique de payer plus cher un personnage pour faire un effet supplémentaire, je trouve que c'est très intéressant. Pour l'instant, ça se cantonne au personnage vert, mais voilà, je trouve que c'est pas mal, ça fait des cartes qu'on peut jouer à différents moments de la partie, donc c'est intéressant. Comme design, après est-ce que la carte est forte? Je pense pas spécialement, mais voilà, j'aime bien le design. Ensuite on a Hiro Hamada pour 3 ancrables, une 0-3 qui leur 1. Vous pouvez l'engager et payer 2 et aller chercher dans votre deck un objet ou un robot, le révéler à votre adversaire et mélanger votre bibliothèque évidemment et le mettre sur le dessus. Et ben ça du coup c'est un petit peu ce que je vous disais avec le service AT du Chapelier Fou, c'est cette manière de tutoriser des cartes comme on appelle, d'aller chercher une carte qui vous intéresse dans votre deck et de la mettre sur le dessus ou de la piocher directement. Évidemment la piocher directement c'est plus fort, là vous allez la mettre sur le dessus de votre pioche. On pense évidemment à aller chercher un sous-fétiche pour dire à votre adversaire écoute, si tu fais rien de plus au prochain tour, tu sais que je vais poser un sous-fétiche et que je vais certainement gagner la partie. Après la carte en elle-même, une 0-3 au tour 3. En fait le tour 3 c'est un peu tôt pour aller chercher un sous-fétiche, surtout que ça veut dire que sur votre tour 4 vous allez faire son effet, donc je pense qu'en fin de partie ça peut être pas mal. Donc une carte qu'on verra peut-être en 1 ou 2 exemplaires dans des decks qui veulent vraiment jouer des objets, peut-être des decks robots, mais bon pour l'instant les decks robots on n'y croit pas évidemment, il n'y en a pas beaucoup et ils sont pas incroyables, mais carte intéressante toujours, un petit tutor à objet en bleu, pourquoi pas. Ensuite on a Gadget Bosco Brillante, une 3-6 pour 6 ancrable qui est inventeur. On commence à voir d'autres personnages avec ce mot-clé. Elle s'altère pour 4, alors pour l'instant on n'a pas d'autres personnages Gadget qui ont été révélés. Elle leur 3 c'est quand même pas mal, c'est même beaucoup. Tant que vous avez 3 objets ou plus en jeu, jouer des personnages inventeurs coûte 1 de moins. Voilà, synergie avec les objets et les personnages inventeurs. À voir ce que ça peut donner, mais bon, je pense que ce sera des decks à thème, donc des decks plutôt fun si vous avez envie. Et puis d'ailleurs, elle est dans le deck de base qui tourne autour du coup de cette synergie objet-inventeur. Pour moi, c'est pas une carte incroyable, mais peut-être que je me trompe à voir les petits alters, mais moi, j'y crois pas spécialement à cette carte-là. Ensuite, on a Fred, mascotte de la journée, une 1 pour 1. Chaque fois que ce personnage est défié, gagnez 2 éclats de l'or. Alors le chaque fois, c'est un petit peu couillu puisque ce personnage globalement ne sera défié qu'une seule fois. Le fait qu'il vous fasse gagner 2 de l'or dans des decks à vocation un petit peu agressive, vous pouvez poser au tour 1 une 1-1 pour 1, partir à l'aventure et globalement vous allez faire 3 de l'or quand l'adversaire va vous le gérer au tour d'après. Si vous le gère pas, tant mieux. Si vous le gère avec une chanson, c'est plus embêtant, mais des fois voilà, ça peut forcer en tout cas l'adversaire à jouer une chanson sur ce personnage là et pas sur d'autres. Ça peut globalement être embêtant évidemment de jouer un blast sur une 1-1 pour 1, mais en même temps aller le défier c'est embêtant parce que ça donne 2 de l'or à l'adversaire. Donc une carte au design intéressant, je pense que cette carte sera testée. Est-ce qu'elle sera jouée? J'en sais rien, mais je pense qu'elle mérite au moins d'être testée parce que le design est très intéressant. Ensuite on a Tic et Tac, donc là c'est Dale, je pense que c'est Tac en français, pour 4 ancrables, une 3-4. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez mettre les 3 cartes du dessus de votre deck dans votre défausse et faire gagner -3 à un personnage, pas forcément adverse d'ailleurs, faire gagner -3 à un personnage jusqu'au début de votre tour. Cette carte là, pareil, ça permet de jouer avec la défausse, donc moi j'adore, je trouve ça très intéressant. Donner -3, en plus on a vu que le vert jaune avec ses sous l'océan, ça peut être redoutable. Vous allez remplir votre défausse, donc si vous voulez jouer un ranimé par exemple, ça peut vous permettre d'aller chercher des cartes que vous n'avez pas en main, plutôt que c'est en gros une sorte de pioche différente si vous arrivez à jouer efficacement avec votre défausse. Donc en gros c'est presque comme si vous piochiez 3 cartes et en plus vous rendez un adversaire moins fort jusqu'au prochain tour, donc vous allez pouvoir pourquoi pas prendre des trades ou protéger vos personnages qui veulent l'aurer. Cette carte là je la trouve très intéressante, je la trouve même forte. Du coup à voir si des decks défausse arrivent à voir le jour, si cette synergie arrive enfin à maturité dans l'Orcana. Ensuite on a Chip, donc du coup on va dire que c'est Tic, pour 4 ancrables, une 3-4 qui leur 2. Tant que vous avez un personnage nommé Tac en jeu, ce personnage gagne support. Le support c'est la mécanique la moins intéressante à l'heure actuelle.
Ça pourrait évidemment changer. Bon là en plus c'est du support conditionnel, donc je pense que ce n'est pas une bonne carte du tout. Ensuite on a, j'aurais pu la mettre d'ailleurs à l'horizontale, on a le premier lieu, la Galactic Council Chamber, donc évidemment ça vient de Stitch, pour 3 ancrables, un lieu qui a 7 de volonté et 1 pour déplacer ses personnages dessus. Tant que vous avez un alien ou un robot ici, ce lieu ne peut pas être défié. Alors ça peut vous rapporter du lore passif, globalement vous arrivez à mettre un alien ou un robot ici, vous allez faire, tant que votre personnage ne meurt pas, vous allez faire un de lore à chaque début de tour. Si en plus il y a un alien ou un robot qui est hors d'atteinte, ça peut devenir plutôt intéressant puisque l'adversaire va avoir vraiment du mal à vous empêcher de gagner un de lore. Bon après un de lore ça va assez doucement, mais si votre deck est très contrôle et que vous avez cette génération passive de lore, ça peut être intéressant. Un lieu en tout cas moi que je trouve assez intéressant, même très intéressant, je pense que ça peut donner des envies de deck build autour évidemment. Ensuite on a Baymax, donc du coup dans sa version non légendaire, qui pour le coup correspond vraiment à ce qu'il est dans le dessin animé, une 0,4 pour 3 ancrables, c'est un robot, donc je sais pas s'il y en a déjà eu des robots, mais bon c'est un robot, il lore 2, jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage inventeur en jeu, et vous pouvez payer 2 autant de fois que vous voulez, choisir un autre personnage et lui retirer jusqu'à 1 jeton de dommages, donc c'est du soin qui apporte pas grand chose. À voir si cette mécanique de soin, je vous dis avec grand pabi, si elle peut ressortir d'entre les morts en tout cas. Carte à l'heure actuelle, dans la méta actuelle et dans ce qu'on peut projeter pour la méta, sans avoir bien évidemment toutes les autres cartes du set, une carte qui a l'air assez moyenne, qui est juste moyenne, même si l'illustration est assez chouette. Ensuite on a la deuxième légendaire qui a été révélée, et moi je l'aime beaucoup. Pour 4 ancrables, Isma chimiste surnoise, l'illustration est juste parfaite pour le nom de la carte. Une 3-3 qui lore 2. Lorsque vous l'engagez, si vous avez moins de 3 cartes en main, piochez jusqu'à avoir 3 cartes en main. Je trouve que c'est très très fort. Dans un deck peut-être pas aggro, mais peut-être plutôt mid-range, je sais pas trop. Enfin en tout cas cette capacité là, dans des decks par exemple, c'est vrai qu'en deck aggro on va pas spécialement avoir envie de l'engager pour piocher 3, on va plutôt vouloir partir à l'aventure, mais voilà, dans des decks dans des bicolorités qui peuvent avoir du mal à piocher, si ce personnage survit au tour où il est posé évidemment, vous allez pouvoir vider votre main et piocher 3 cartes. Vous pouvez le faire bien sûr en début de tour, ça vous coûte rien, donc en gros si ce personnage là survit, vous allez piocher 4 au début de votre tour, votre carte normale plus ces 3 cartes, et ensuite faire votre tour normalement. Ça fait beaucoup d'options. Je pense que c'est une carte qui est plutôt puissante et très intéressante en tout cas, de voir si elle s'insère dans des decks à base de violet, mais j'aime beaucoup le design. Ensuite on a Gogo Tomago, pilote survolté, une 2-2 pour 2 ancrables qui est insaisissable. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 de plus pour choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclats de lore qu'il a de dommages sur lui. Ça vient compléter, alors elle lore pour 1. Ça c'est toujours dans cette mécanique verte de payer un peu plus cher pour avoir des effets un peu plus forts. Après ça a l'air d'être dans la continuité de la mécanique dommage du vert gris actuel. Ça marche pas très bien, c'est pas le deck incroyable du moment, donc voilà, je pense que cette carte là malheureusement n'est pas plus incroyable que ça. Elle est inventeur, on commence à en voir quand même beaucoup, à voir si ce mot clé là justifie en tout cas de la jouer dans un deck inventeur, même si les decks inventeurs ont l'air d'être plutôt des bleus verts et non pas des verts gris. Ensuite on a Hiro Hamada, leader de l'équipe, une 1-5 pour 4 ancrables. Vos autres personnages inventeurs gagnent résistance 1. Ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Pour 2, encore une fois vous allez pouvoir payer plusieurs fois ce coup. Vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre pioche, la remettre soit sur le dessus de votre pioche soit en dessous. L'effet répétable pour regarder la première carte, si vous avez énormément de mana en fin de partie, ça peut vous permettre de creuser de manière assez chère, mais ça peut être intéressant en tout cas. Globalement la carte est assez moyenne, elle a ce mot-clé inventeur, ça fait quand même beaucoup. Alors après je pense pas qu'il va y en avoir des milliers d'autres, je pense que c'est une carte moyenne, voire mauvaise, mais en fait elle s'insère bien uniquement dans un deck inventeur, sinon elle est pas folle.
Ensuite on a Tac, donc oui c'est bien ça, Tac c'est celui qui a 2 dents. Pour 3 ancrables, une 3-4, ce personnage entre en jeu épuisé, à moins que vous n'ayez un personnage tic en jeu. Alors 3-4 pour 3 qui leur 2, c'est des bonnes stats. Si on a le fait qu'il entre en jeu épuisé, c'est embêtant mais pas trop parce qu'il va globalement bien se défendre. Il va peut-être prendre un... Ouais, en gros l'adversaire va avoir du mal à le gérer le tour où vous le posez, surtout si vous êtes sur le play. Si vous êtes sur la draw, bon, il peut avoir plus de facilité mais il risque d'y perdre des plumes. Et si vous avez un personnage tic en jeu, eh ben, ça devient beaucoup plus fort. Bon après, toujours pareil, des cartes conditionnelles comme ça, c'est toujours un peu plus compliqué à jouer. Donc voilà, c'est une carte sympathique, au design intéressant, qui va être à mon avis assez forte en scellé, évidemment, mais dans les formats construits, je ne pense pas. Et on a le tic du coup qui fait écho à cette illustration. Ami dont on a besoin pour 3 ancrables, une 3-3, donc là c'est très dommage, bien évidemment, qu'il ne coûte pas 2. Ça aurait été bien plus intéressant s'il coûtait 2, puisque le tour d'après on aurait pu jouer évidemment le tac directement. Là bon, il coûte 3, c'est une 3-3 qui l'aura 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. Alors par contre, sa compétence, elle combote pas du tout avec les personnages tac, mais elle s'insère parfaitement bien dans un deck plutôt aggro. On a vu à quel point le Donald, qui permet de faire exactement le même effet et d'arriver en rempart, peut être utile dans des optiques aggro. Donc cette carte là, je pense qu'elle sera jouée dans des decks jaunes aggro, et ça peut être vraiment bien d'aller chercher des points de l'or gratuits de manière un petit peu surprise, enfin en tout cas de manière non attendue pour votre adversaire, tout comme le Donald. Donc je pense que ça pour le coup c'est une très très bonne carte. Et enfin, dernière news et pas des moindres, un nouveau mode de jeu officiel vient d'être dévoilé. Il s'agit du mode de jeu Pack Rush, un mode multi et plutôt casual, plutôt fun. Chaque participant prendra 2 boosters. Les cartes marketing de fin de booster, c'est-à-dire les cartes non jouables, vous serviront donc. Vous commencerez donc la partie avec 2 encres. Vous allez ensuite mélanger le contenu de vos 2 boosters. Alors libre à vous de regarder ou pas, libre à vous de prendre le risque de jouer avec une enchantée. Le premier à atteindre 15 l'or va gagner. Vous commencerez la partie avec 5 cartes en main de départ. Et si jamais vous arrivez au bout de votre pioche, vous remélangez tout simplement votre défausse avec votre pioche. Un mode de jeu qui sera à n'en point douter présent sur les side events des Lorcana Challenge. À voir ce que ça donne, mais ça a l'air très très fun. Voilà pour ce Lorecast. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne, vous connaissez maintenant. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder la vidéo. Allez, salut!